Aujourd'hui, on a une reprise, mais on n'a plus les transactions plaisir. Quand on était hors crise, les achats plaisir, c'était aussi un volume de transactions. Une maison à Colombes, il faut compter à peu près combien? Alors la maison à Colombes, on va dire la maison familiale, j'ai un prix médian à Colombes d'à peu près 600K. J'ai sorti un acquéreur accompagné par son courtier, que je citerai pas. Il a essuyé plus de 6 refus de prêt. Pour moi, le dossier était plié. Je le sors grâce à un contact bancaire. Alors aujourd'hui, on est à Colombes avec un agent immobilier qui va nous donner tous les secrets du marché immobilier en ce moment. Il est dans l'immobilier depuis combien de temps? Ça fait 22 ans maintenant. Voilà, depuis 22 ans, donc il a de la bouteille. On est à Colombes. Je pense que la plupart des gens en région parisienne connaissent cette ville. Ceux qui ne connaissent pas cette ville, c'est une ville entre 80 et 90 000 habitants environ, qui est dans le 92. Donc c'est une très bonne ville pour voir à peu près le marché parce qu'il y a des quartiers plus populaires, il y a des quartiers normaux et des quartiers assez chics. Donc c'est une ville qui n'est pas gratuite. Je ne sais pas combien on est du mètre carré, il va nous le dire dans cette interview, mais il va vraiment nous dire comment se comporte le marché aujourd'hui, 1 an et demi après qu'on ait fait notre dernière interview sur la crise. Alors, bonjour Karim. Salut Lionel, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça fait... Bon, on s'envoie des messages quand même de temps en temps sur Instagram. Là, je t'ai demandé, tu as répondu tout de suite pour cette interview, je suis très content. Alors, présente-toi déjà. Tout à fait, écoute, merci à nouveau de venir au sein de l'agence. Alors moi c'est Karim, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc agent immobilier comme tu l'as dit depuis 22 ans, ça me rajeunit tout ça. Je propose au sein de l'agence donc des services de transaction, j'accompagne les clients pour de l'achat RP, pour de l'investissement locatif, j'accompagne aussi certains marchands. Et puis récemment, je lance aussi de la formation pour les investisseurs locatifs débutants au sein de ma nouvelle chaîne YouTube. C'est le nom de la chaîne, parce que j'ai... KL Coach Immobilier. KL Coach Immobilier. Donc n'hésitez pas à aller consulter la chaîne de Karim si vous êtes intéressé par l'immobilier locatif. Alors Karim, on va pas te parler aujourd'hui de ta chaîne, mais on te laisse faire la pub parce que tu nous laisses venir faire des interviews, donc c'est donnant-donnant, c'est totalement normal. Mais on va te demander aujourd'hui comment se passe le marché. Alors déjà, la vraie question que les gens se demandent, vers quoi on va et surtout, qu'est-ce que vous vendez le plus, qu'est-ce que les gens recherchent le plus? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai évoqué un peu ce sujet la dernière fois que tu étais venu, on était vraiment au cœur de la crise. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ça va mieux. Ça va mieux tout simplement parce que le problème initial, qui était l'octroi du crédit, qui était totalement coupé auprès des banques, et bien derrière, va mieux parce que les banques ont réouvert le robinet de l'emprunt avec des taux qui sont effectivement sur une baisse, alors qu'on avait pris, pour rappel, quasi plus de 2 à 3 points. On était passé de 1, 1,5 pendant la bonne période. Et puis, tu avais des banques qui, au cœur de la crise, au cœur de l'inflation, prêtaient à 4,5. J'avais même des établissements bancaires qui prêtaient à 5. C'était une manière de dire, bon, on ne prête pas, exactement. Donc là, tu peux trouver aujourd'hui, sur 20-25 ans, des taux entre 3 et 3,5, ce qui quand même a baissé de plus d'1 point. En 1 an et demi. J'ai même déjà vu des gens qui réempruntent les bons dossiers en dessous de 3, tu vois. J'ai déjà vu. Et maintenant que, alors, on sait que la crise commence à... Qu'est-ce qui te dit vraiment que la crise commence à s'arrêter alors? Tu revois des gens venir ou pas encore? Déjà, il y a franchement un indicateur très simple en agence immobilière, c'est le téléphone. Okay. Le téléphone, il sonne plus. Et puis derrière, on reçoit plus de leads acquéreurs au niveau des boîtes mail. Donc ça, c'est vraiment le thermomètre qui te dit, voilà, ça a repris. Et il y a un autre signal de reprise sur le marché de Colombes, c'est notamment les primo-accédants. Des primo-accédants qui avaient déserté le marché, pénalisés de plein fouet par la capacité d'emprunt. Aujourd'hui, ils nous rappellent. Ils repassent le pas de porte de l'agence en nous dévoilant leur envie de revenir et de racheter leur RP. Donc ça, c'est vraiment un signal de la reprise. Une vraie chose aussi, qu'est-ce que les gens recherchent le plus? D'abord, on va faire les primo-accédants, parce qu'on est dessus, après on va voir les primo-accédants. Qu'est-ce qu'ils recherchent en ce moment sur Colombes? Alors, les primo-accédants, aujourd'hui, ceux en tout cas qui sont revenus, ça reste du pas cher. Ça reste du premier prix. Alors, pour parler du marché de Colombes et les communes voisines, ça va être une première opération jusqu'à 200-250 000 euros. Voilà. Okay. Donc ça peut paraître cher pour certains, mais dans les Hauts-de-Seine, notamment sur Colombes, à 250K, tu es en premier prix en fait. Alors, excuse-moi, mais le primo-accédant qui vient de voir qu'il y a à peu près 215, 220, peu importe, c'est plutôt un couple, c'est plutôt quelqu'un de seul, c'est quoi? Alors jusqu'à 200K, ça peut être un célibataire, donc qui a, je dirais, une bonne situation, donc qui a de l'apport, il a au moins un minima les frais de notaire, et puis derrière, tu as papa-maman qui vont l'aider. Donc 200K le célibataire. Après, le jeune couple, il va plutôt être sur un spacieux T2, donc c'est-à-dire 250K. Sinon, il va franchir le cap du T3. Le T3 à Colombes, c'est à partir de 300K. Ok. Et tu revois des gens comme ça qui viennent, donc c'est ce que tu as entendu. Exactement, les primo-accédants, donc que ce soit en achat en couple ou le ou la célibataire, reviennent. Et ça, c'est un signal vraiment d'encouragement parce que c'était quasi une vente sur deux, les primo-accédants chez nous.
Ah, Donc, et quand ils disparaissent, oui, c'est tu perds 50% de ton CA. Ah oui, c'est oui. aussi net. Hein. C'est vrai que ça devait être. Ça faisait mal. C'était pénalisant. Donc ils reviennent, les banques leur reprêtent. En général, parce que moi je sais que je vois au sein des gens que je forme, certains n'ont pas d'apport ou peu d'apport, et ils y arrivent, mais quand même, comme je le dis, on peut y arriver sans argent, mais c'est quand même plus facile avec. C'est ce que je dis, notamment en parlant d'investissement locatif, c'est qu'à un moment, faut dire la vérité. Bah oui, je le dis, moi. Voilà. Tu peux y arriver sans, mais c'est plus facile si t'en as. Exactement. Alors moi, j'ai une petite anecdote, Lionel, que je vais te partager sur le sujet. J'ai sorti effectivement un acquéreur de la Cata, pourtant accompagné par son courtier, que je ne citerai pas. Il a essuyé plus de 6 refus de prêt. Pour moi, le dossier était plié, c'était terminé. Il n'était pas sauvable. Je le sors grâce à un contact bancaire. Et pourtant, le fondement et la raison principale de ces refus de prêt, c'est justement qu'il avait quasi pas d'apport. Il voulait la fameuse OP à 110%. Ouais. Peut-être rappeler de quoi il s'agit? Non, j'ai pas envie parce que je respecte je respecte mes abonnés, mais je vais vous en parler. Ouais. Mais si je vous en parle, je suis obligé de vous parler du... Parce que tu connais l'acte en main, là. Ah ouais, ça. Alors ça, c'est encore autre chose, ça. Bon, ben voilà, c'est Karim qui me force, on en parle. Alors, le 110%, c'est j'achète le bien et la banque me prête aussi pour le bien, mais aussi pour les frais de notaire. Ce qui peut arriver. Il y a des banques qui le font, ça se fait. Et je vous encourage à le faire si ça passe. Mais le problème, c'est que bien des fois, ça passe pas. Donc, vaut mieux avoir les frais de notaire. Ça aide à pouvoir... Et là, je parle même pas d'opération de marchand de biens. Je suis vraiment dans quelqu'un qui veut acheter sa maison. On n'est pas du tout dans le cadre de marchand de biens, on est vraiment dans l'immobilier pur et dur. C'est toujours mieux d'avoir les frais de notaire. Ça rassure la banque, ça vous fait une moins grosse mensualité aussi. Totalement. Donc, ça mieux. Maintenant, il y a des gens qui parfois ont les frais de notaire, mais ne veulent pas les mettre parce qu'ils veulent à tout prix. Mais croyez pas que vous gagnez de l'argent en faisant ça. Hein. C'est juste que vous allez avoir une plus grosse mensualité. Exactement. Après, il faut voir l'objectif. L'investisseur locatif, est-ce qu'il veut un autofinancement? Est-ce qu'il veut un cash flow positif? Donc là, il aura l'objectif de baisser la mensualité. Là, on parle de l'ARP, quelqu'un qui va vivre dans son... Parce que l'ARP, c'est la résidence principale. C'est pour quelqu'un qui va vivre dans le bien. Et l'acte en main, c'est... Moi, je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux. C'est en fait, tu vas acheter un bien à 100 000, mais on va dire qu'il y a 10 000 euros de frais de notaire pour faire plus simple. Bon, il y a à peu près 7-8 000, mais on va dire qu'il y a 10 000. Tu empruntes à la banque 110 000 en disant que c'est le vendeur qui va payer les frais de notaire. Donc, en fait, si tu veux, t'empruntes la somme des frais de notaire, t'achètes le bien plus cher, tu donnes tout au vendeur. Lui, avec l'argent qu'il a, c'est lui qui doit payer les frais de notaire. C'est génial sur le papier, ça ne sert strictement à rien. Parce que déjà, tu as une plus grosse mensualité. Et en plus, il faut qu'un vendeur accepte cette situation. Et en général, un vendeur qui a un bon bien, il n'a pas envie de se faire chier. Ça, c'est vraiment le vendeur qui a un bien que personne ne veut. Moi, j'ai un bien pour lequel les gens se battent, c'est pas celui qui veut me faire son montage de merde, je veux dire, tu dégages. Exactement. Tant les vendeurs que les banques, encore plus les banques, vont au plus simple. Donc aujourd'hui, dire que acheter sans apport ou très très peu d'apport, c'est vraiment s'exposer au risque. Même en 2025. Donc on doit avoir à minima les frais de notaire. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais même quand on les a pas, moi je pense qu'on peut ne pas les avoir, mais ce que je veux dire, c'est que quand on les a pas, il faut accepter de payer une plus grosse mensualité. Alors, c'est ça. Et oui. Exactement. Il faut aussi accepter une chose, c'est à ce que toutes les banques ne vont pas t'ouvrir la porte aussi. Tu vas pouvoir challenger moins de banques, parce que certaines vont avoir des exigences. Et puis, tu vas moins faire pression sur le vendeur. Parce que quand tu as un vendeur... Parce que moi, j'ai des gens qui me disent « Lionel, je trouve pas de bonnes affaires. » Et quand j'étudie leur dossier, en fait, les bonnes affaires ne peuvent pas s'ouvrir à toi. Tu n'as pas d'argent de côté, tu n'as pas de bonne situation. En fait, tu n'as pas un profil où le vendeur va se dire « Écoute, je fais une concession sur le prix parce qu'avec lui, je vais vendre vite, je suis sûr de toucher mes sous. » Tu as plein d'embûches qui font que tu n'es pas ouvert aux bonnes affaires. Et c'est pour ça que, et ça je le dis dans les formations, c'est que je peux te former à être meilleur, mais il faut que toi aussi, dans ta vie, tu ranges ta vie avant de pouvoir être meilleur, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que disent souvent les courtiers, hein, avant de présenter un dossier. Certains recommandent d'ailleurs à l'acquéreur, reporte ton achat dans 3 mois, rapporte-moi 3 bulletins de bancaires, nickel, plutôt qu'aller au casse-pipe aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur ton premier achat immobilier, une vidéo qui dure 47 minutes sur ma page où j'explique vraiment tout. Et je le dis, les ATD, les découvertes, les ceci, les cela, ce n'est pas un bon signe. Totalement. On va revenir sur l'activité de immobilière en ce moment. Donc, alors, vous retrouvez les primo-accédants. Les primo-accédants jusqu'à 300 000. Voilà. Là, tu viens de tuer des gens en Provence. Hein, primo-accédants 300 000 pour avoir un T2 et spacieux. Là, oui, forcément, c'est plus les mêmes marchés. Hein. Faut comparer le comparable, comme on dit. Et les familles. Alors, les familles, elles sont un peu moins revenues, clairement.
Alors, pour une raison simple, c'est que les familles, souvent, c'est le deuxième achat. C'est-à-dire, ça engendre l'achat-revente, en fait. Et l'achat-revente, bah, tu as toujours forcément déjà un peu plus de fébrilité, il y a plus de prise de risque. Je vais devoir monter un prêt-relais. Pour rappel, le prêt-relais, la banque me prête 70% de la valeur estimée du bien, ce qui me permet de m'engager sur un achat. Donc, le prêt-relais fait peur aux familles. Et puis surtout... Moi, je combats le prêt-relais, maintenant on parlera. Et puis surtout, bah, mets-toi à leur place. Ces familles qui ont déjà leur logement en résidence principale, ils sont déjà propriétaires, il y a peut-être moins de caractère d'urgence à déménager. Donc aujourd'hui, je vais peut-être différer tout simplement mon projet d'achat-revente. Donc les deuxièmes achats, donc en gros, le segment maison, bah, il souffre encore, Colomb. Parce que tu vois, moi je disais ça, j'avais fait un TikTok sur ça, et il y a une jeune fille qui doit avoir la trentaine, qui m'a fait une réflexion, mais c'était il y a longtemps, ça devait faire 2 ans, 2 ans et demi, elle m'a dit: Lionel, tu sais, moi, en fait, non, ça marchera pas. Parce que j'ai acheté à 1,5 de taux d'emprunt. Aujourd'hui, on va se serrer un petit peu, je ne vais pas racheter à 4. Et je la comprends parce qu'en fait, le gain qu'elle faisait au niveau de l'espace qu'elle pouvait avoir par rapport à la mensualité qu'elle avait, ça valait pas le coup. Et je pense que les familles, c'est ça en fait. C'est clair que quand tu fais le différentiel du taux signé sur le crédit encore en cours, le plus souvent, de la résidence principale, et le futur taux que tu pourrais avoir, même s'il a baissé, donc tu parlais même de 3 à 3,20. Ah ben elle avait acheté à 1,2, un 5 ou un 2. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis les banques, il ne faut pas leur parler d'un report de taux, c'est même pas en rêve. Il faut qu'elles fassent de l'argent. À l'époque, le report de taux, je vais expliquer ce que c'est. C'est en fait, à l'époque, tu pouvais acheter un bien et tu avais un taux, par exemple, on va dire à 1,5. Et tu pouvais revendre ce bien-là, racheter un autre bien et garder ton taux. Et c'est ce qu'on appelle le transfert de taux ou le transfert de frais. Exactement, le transfert de prêt. Et il y a plein de noms. Et j'avais fait une vidéo sur TikTok aussi là-dessus. Et les gens m'ont dit: oui, mais comment on fait? Mais le problème, c'est que ça se fait avant, ça se fait pas après. Et c'est une option que les gens ne connaissaient pas. Clairement. Comme quoi les formations ne servent pas à rien. Exactement. Donc aujourd'hui, en gros, les banques réouvrent, mais elles gardent quand même la main. Elles ont le rapport de force. Donc aujourd'hui, oui, les achats maison, les deuxièmes acquisitions, c'est encore très très calme. C'est pas revenu. Donc on est quand même loin de la normale. On n'est pas revenu sur une activité normale de transactions immobilières. Par contre, ce qui va mieux, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est les primo-accédants, les premières acquisitions. En fait, le pas cher. Les premiers prix. Une maison à Colombes, il faut compter à peu près combien? Alors la maison à Colombes, on va dire la maison familiale, j'ai un prix... Là, 3 chambres. Voilà, j'ai un prix médian. J'ai un prix médian à Colombes d'à peu près 600K. Voilà. 600K. 600K, tu as un prix médian. Mais aujourd'hui, à Colombes, tu peux acheter une maison en dessous des 500 000. Tu peux aussi acheter une maison qui passera le million. Seulement, il y a 3 ans, quand tu avais effectivement beaucoup de monde sur des maisons, le quartier UP de Colombes étant les vallées, donc des maisons qui s'arrachaient par notamment la clientèle parisienne à plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, même ces maisons-là bien placées voient leur délai de vente exploser. Oui, et alors les maisons qui étaient à 1 million aujourd'hui, s'il faut arriver à la vente, elles descendent à combien à peu? Aujourd'hui, sur effectivement les biens comme ces maisons-là, il faut à minima alors quand tu es au million, c'est vrai que dès que tu dis moins 10%, c'est en volume, c'est quand même pas rien. Voilà, 100 000, ça fait 100, exactement, tout de suite. Mais aujourd'hui, oui, tu as un vrai prix psychologique. Les maisons en dessous des 900 000 euros sont celles qui partent. Voilà. Au-delà des 900 et quand tu atteins le million, c'est très compliqué tout simplement parce que tu as soit beaucoup moins de monde. Ceux qui avaient de l'argent, ils ne sont pas pressés. Et ceux qui aimeraient bien déménager, ils ne sont plus finançables. Parce que même à 3,20, quand on leur prêtait à 1,5, leur capacité d'emprunt, elle a quand même pris cher. Ah oui, c'est sûr qu'avant, si tu pouvais emprunter 800 000, maintenant tu peux emprunter 600 000. C'est pas la même maison à 200 000 euros de moins. Et en plus, derrière, ces gens-là sont pénalisés sur le relais. Parce que, pour rappel, on l'a dit, c'est 70% prêté, donc de la valeur estimée de leur bien, et non pas 100%. Donc, la solution qui peut être évoquée, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire la vente longue. Donc, en gros, je vends d'abord, et ensuite, voilà. Voilà, Karim, toi, tu révèles trop de choses dans ma formation, mais je vais le dire. C'est exactement ce que je dis, parce que moi, je combats le prêt-relais. Pourquoi? C'est le fait que certains agents surestiment le bien pour avoir le mandat. Et ça, c'est très dangereux parce que quand vous voulez vendre votre maison, et vous voulez faire un prêt-relais, et votre maison vaut 200 000 euros, par exemple, il peut y avoir un agent immobilier qui va vous dire « votre maison vaut 250 000 ». Ça vous fait plaisir, parce que vous dites que c'est peut-être mieux pour acheter, ça vous fait un peu plus d'argent. Et il a surestimé votre maison. Et vous avez acheté l'autre maison en fonction de cette estimation-là. Oui. Et après, vous vous rendez compte que
vous n'allez pas toucher 70% de 250 000 parce que votre maison ne coûte pas 250 000, elle en vaut 180. Et là, ça peut être la catastrophe. C'est pour ça que je dis, vous achetez quand vous voulez, déménager, vous avez une maison, vous la mettez en vente. Une fois qu'elle est vendue, on fait la vente longue, c'est-à-dire mise à disposition tardive. C'est que vous vendez votre maison et plutôt que de la libérer dans 3 mois, vous la libérez dans 6 mois. C'est ça. Parce que ça vous laisse plus de temps pour vous aussi vous réengager sur une nouvelle maison. Et dans la nouvelle maison que vous allez vous réengager, vous êtes sûr de l'argent que vous allez avoir. Parce que vous l'avez, l'argent. La personne a eu ses offres de prêt. Et là, on ne part pas sur une hypothèse de peut-être vendre et de toucher 70% d'un prix hypothétique. Mais on part sur un vrai prix. Donc on est d'accord sur ça, c'est beaucoup mieux. On est aligné, c'est moins de prise de risque. Alors après, tu as effectivement un autre sujet sur la vente longue, c'est le fait de se dire, bah voilà, je peux peut-être aussi inclure une période ponctuelle de location, en fait. Hein, voilà, donc ponctuelle, le temps de lier les deux entre le moment où je vais libérer le bien que je dois quand même vendre et libérer. Et puis derrière, il peut se passer des imprévus sur le nouveau logement. Exemple classique, le chantier de travaux qui prend plus de temps que prévu. Ça arrive. Voilà, ça peut arriver. Tu as toujours par anticipation une possibilité, sauf si papa, maman ou quelqu'un, le pote peut t'héberger, d'opter pour une courte période locative. C'est tout l'intérêt des locations. C'est aussi d'apporter des solutions ponctuelles. Et ensuite, tu récupères ton... Surtout dans beaucoup de villes, maintenant, il y a les locations moyen terme, en fait. C'est des baux de 1 mois renouvelables. Exactement. Donc, exactement. Si ça dure 2 mois, bon, après, ça peut être une solution. Donc, en fait, si j'ai bien compris, l'acheteur de maison, qui est, on va pas se mentir, le cadre dynamique de la défense en général ici, je pense. C'est ça. En général, en maison, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est lui, il était à Paris, il a revendu, ou il était à... Il peut être sur Rennes plutôt. C'est ça, Courbevoie, dans ces zones-là. Il n'a pas les moyens d'acheter la maison là-bas parce qu'on est encore un petit peu plus cher, j'imagine. Clairement, oui. Sur Rennes plutôt, bon, je connais bien, j'ai fait une maison à Suresnes il y a quelques années, donc je peux te le dire. Rueil aussi, bon, tout le bordel. Il vient à Colombes, qui est un peu moins cher, mais comme vous avez vu, c'est pas donné. Hein. Et lui, il est moins revenu. Il est clairement moins revenu, tout simplement parce qu'il n'a pas le couteau sous la gorge, en fait. Il n'est pas hyper pressé. En fait, aujourd'hui, on a une reprise, mais on n'a plus les transactions, Lionel, tu vois, qu'on appelle les transactions plaisir. Voilà, j'ai envie d'une plus grande cuisine. Je trouve que les chambres des enfants, bon, elles sont un petit peu petites. Ah, tiens, je veux un peu plus de jardin parce que... J'ai un sous-sol. Voilà, j'ai que 150 mètres carrés de jardin. Le sous-sol, voilà. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on appelait les achats plaisir. Et quand on était hors crise, les achats plaisir, c'était aussi un volume de transactions. Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est que du raisonné. Exactement, c'est je veux le besoin. C'est vraiment l'achat raisonné, exactement. C'est le pragmatisme, donc terminer les coups de folie. Je veux plus grand pour mettre ma piscine. Non, non. C'est je veux la deuxième chambre parce qu'il y a le deuxième enfant qui arrive. Donc je dois acheter. C'est plus je veux, c'est je dois. Je dois, voilà. C'est un peu le terme. Et du coup, ça t'enlève encore des transactions. Donc quand on va vraiment parler d'une activité revenue à la normale, c'est quand les achats plaisir seront revenus. D'accord. Et par rapport aux investisseurs, vous en êtes où en ce moment à Colombes avec les investisseurs? Alors, la bonne nouvelle, alors que tout est fait pour les faire partir, hein. Alors politiquement aussi et surtout. On ne va pas aller parler de ces gens-là. Voilà. Là, ils nous ont encore assassiné les bienfaits du LMNP. Moi, je ne fais pas d'LMNP, heureusement, parce que... Donc, alors, si vous avez du LMNP, surtout, ayez une vision long terme, parce que sinon, on sera assassiné par la réintégration de l'amortissement en cas de revente avec le calcul de la plus-value. Même long terme, parce que tu amortis plus long. Alors, c'est vrai, mais tu as quand même une exonération totale au bout de 30 ans. Mais 30 ans, voilà. Hein, donc, il y a le temps. Pendant les 40, les gens comme moi, le LMNP. Après, d'ailleurs, je dois faire une vidéo sur ça. Le LMNP, quand tu as 40 ans, ça ne va pas t'enrichir. Ça va t'arrondir les fins de mois. C'est ça. Ça peut toujours t'amener un complément de salaire. C'est pour ça que moi, je m'attaque vraiment aux débutants, mais l'investisseur débutant, jeune actif. Oui. Il vient d'avoir son premier job. Tu dois absolument, après ton livret A, faire un invest locatif. Ça doit être ta deuxième épargne populaire. Après, moi, je pense que ta première épargne populaire, ça doit être ta première TRP. Mais parce que, après, on en discutera. Ouais, mais là, déjà, dis-nous les investisseurs et puis après, on va... Les investisseurs, la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous appellent. Alors que la loi climat résilience assassine les constructions de maisons. Les constructions de maisons, pareil. Donc aujourd'hui, tout est fait pour les faire fuir. La réintégration de l'amortissement sur le calcul de la plus-value, on en a parlé pour les biens LMNP. Mais j'ai des appels, j'ai des retours d'investisseurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as aussi un phénomène, c'est que l'immobilier neuf, il n'y en a plus déjà. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Aujourd'hui, les bienfaits fiscaux de l'investissement dans le neuf, c'est terminé. Même si là, il paraît que c'est encore... Le PTZ, ils vont faire quelque chose.
Mais encore, le PTZ, pour rappel Lionel, c'est pour de l'ARP. Je crois, Karim, peut-être que je me trompe, hein, c'est vous avez des investisseurs, non pas pour gagner de l'argent. Je pense que vous avez des investisseurs pour les retraites. Le mec qui a 40 ans qui prend deux pièces à Colombes, c'est pas pour devenir riche qu'il le fait. Non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est compliqué, sauf la méga affaire de devenir riche par l'investissement locatif. D'ailleurs, beaucoup font rêver par rapport à ces messages-là. Non, aujourd'hui... Bah toi, tu les vois, les loyers, donc... Eh oui, eh oui. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Je te prends mon exemple. Bah, voilà, mon premier achat, j'ai pu le faire en invest à 25 ans, 15 ans de crédit. Il tourne tout seul en automatique. Voilà. Et ce, depuis j'ai eu 40 ans derrière. Donc, à ma 40e année, aujourd'hui, j'en ai 44. Donc, c'est un bien qui est placé et qui rapporte. Mais par contre, ce que je veux dire par là... tu as fini de le payer. Il a été payé, mais il a généré quand même chaque mois un cash flow positif. Donc, tu as quand même un complément de salaire. Non, mais au-delà de ça, regarde. Il t'a généré un cash flow positif, très bien. C'est bon, le cash flow positif. Aujourd'hui, tu as 44 ans. Sans indiscrétion, il est de combien de loyer que tu touches? Alors, le loyer dessus, je t'arrondis à 850 plus 90, donc il est très bien loué. Allez, mettons 950 euros. Voilà, 950 euros. Demain, toi, tu es en retraite. Tu touches ta retraite de... Voilà. Tu as ces 950 euros là en plus. Eh oui. Oh. Mais tu n'as pas ces... Parce que les gens pensent que l'investissement locatif, c'est fait pour tout le monde. Moi, je ne pense pas que ce soit un mauvais investissement. Je pense que c'est bon. Mais tu as ces 950 euros là parce que tu l'as acheté quand tu avais 25 ans. Si tu l'avais acheté aujourd'hui, ah ben, tu n'aurais pas eu le cash flow. On est d'accord. Oh, ça ne marcherait pas. Et ça marcherait. Ce serait plus compliqué, tu as raison. Ce serait plus compliqué. Non, aujourd'hui, les investisseurs qui reviennent, c'est des investisseurs avec une orientation patrimoniale. En fait. Voilà, je veux placer mes sous. La pierre, c'est bien. D'ailleurs, le plus souvent, quand je les interroge, ils ont une stratégie diversifiée. Ils ne font pas que de l'investissement dans l'ancien. Certains font de l'achat-revente parce que je veux du cash à court terme. Voilà. Certains font de la crypto, d'autres font de la bourse, exactement. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de crypto, il n'y avait pas de tout ça. Il y avait très peu de gens qui avaient un portefeuille boursier. Maintenant, les gens se diversifient. Mais je pense que les gens qui se diversifient, après c'est mon avis, dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, parce que je sais que vous allez me clasher après cette vidéo, mais j'assume. Je pense que les gens qui se diversifient, ce sont les gens qui ont été focus dans un truc qui rapporte pendant 10-15 ans, et après ils diversifient le fruit de ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent diversifier l'argent de leur salaire. Et ça ne marche pas. Parce que si tu diversifies tout de suite ton salaire, tu n'as pas le temps de construire une vraie rentrée d'argent solide avec quelque chose. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Et puis, la diversification, elle est bonne. Mais je pense que l'immobilier doit être rendu aussi simple qu'ouvrir un livret A. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on rabâche les placements 100% sûrs, mais qui de toi à moi, Lionel, rapporte rien. Tu perds ton argent avec ça. On est d'accord. Mais derrière, faire une OP de marchand, faire une OP d'invest locatif, si tu es bien accompagné, même si tu viens de décrocher ton premier CDI à 26 ans, mais moi, tu peux le faire. Moi, ce que je dis, Karim, c'est que tu es un agent immobilier et on n'a pas d'intérêt financier commun. Donc, moi, je le dis, je pense que tu l'as vu, les gens qui gagnent le plus d'argent, en 24 ans, tu as dû le voir, ce sont ceux qui investissent le plus tôt. Totalement. Et ça, on pourra me dire ce qu'on veut. Maintenant, ce que je dis aussi, il n'y a pas un meilleur investissement selon moi. Quand tu as 25, 26 ans, tu achètes ton premier, même un studio. Tu achètes ton studio, tu le retapes. Même si tu ne veux pas faire marchand de biens comme moi, tu peux vivre dedans 3, 4, 5 ans. Au moment où tu le revends, tu en as connu combien qui ont perdu de l'argent en faisant ça? Aucun. Parce que forcément, déjà l'IMO, c'est cyclique. Hein. Oui, voilà. C'est cyclique. Et puis, la vraie question, quand tu as la chance d'être propriétaire d'un bien, que tu l'occupes ou pas, au moment de la revente, c'est juste, est-ce que c'est le bon moment? Voilà. Point barre. Et si c'est pas le bon moment, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le mettre en loc. Exactement. Voilà, donc ça permet justement cette adaptabilité que d'autres placements ne pourraient pas. Mais oui, aujourd'hui, la bonne nouvelle, pour revenir à la première question, c'était de se dire, est-ce que les invests sont de retour? Moi, je les vois. Ils nous appellent. Ils me demandent même du FG, Lionel. C'est ça qui est dingue. Parce qu'ils vont le retaper. Exactement. Voilà, il n'y a plus cette barrière. Aujourd'hui, au contraire. Moi, j'ai des appels. Est-ce que vous avez des logements FG? Parce que je sais que je les achète moins cher au mètre carré. Ils assassinent sur l'offre. T'as des offres d'assassins, je pense. Oui, souvent. Alors après, bon, ça c'est... Surtout quand ils sont passés chez moi, en général, je leur dis du F et du G. Bon, je vous explique comment. Totalement. Donc aujourd'hui, voilà, ils ont incrémenté le process de traitement, travaux, isolation par l'intérieur, si j'ai pas d'AG qui a voté une isolation par l'extérieur. Et puis derrière, tu as les diagnostiqueurs qui sont adaptés avec ce qu'on appelle les DPE projetés, donc la projection vers la note
bonifié, le chiffrage derrière. Et puis nous, agence immobilière... Je leur explique pour que les gens comprennent. En fait, quand vous avez un DPE qui est fait par le diagnostiqueur, il vous donne le DPE pour vous dire dans quel état est le bien, mais il vous dit avec un autre... C'est toujours dans le même document. Il vous dit, si vous faites tel et tel et tel travaux, voilà la note que vous pouvez avoir. Voilà, c'est ça, une projection en fait. Et donc, à cette projection, tu as le chiffrage. C'est tout l'intérêt. Donc nous, en fait, au sein de l'agence, on s'est aussi adapté parce qu'on s'est rendu compte que la clientèle d'Invest, mais aussi de résidence principale, parce que quand tu achètes en RP ton premier bien, tu as quand même une projection. Demain, si je le garde, j'aimerais bien pouvoir le mettre en loc sans être embêté. Exactement. Donc du coup, nous, on a un process, un package où tu repars avec le DPE projeté, le devis travaux qui concerne ces travaux d'isolation. Et de toute façon, les banques, quand tu veux financer une passoire énergétique, elles exigent le devis travaux et la ligne travaux en financement. Est-ce que tu arrives à voir maintenant les banques, elles financent les DPEG ou pas? Parce qu'à un moment, elles avaient arrêté. Elles financent. Aujourd'hui, les voyants sont ouverts à la condition que le candidat Cahors y présente le DPE projeté et le devis travaux. Et elles financent même pour de l'investissement locatif? Totalement. Donc là-dessus, c'est ça aussi. Mais il faut présenter ça. Mais voilà, c'est vraiment le sésame. Et normalement, le professionnel IMO est capable d'apporter ces éléments-là. D'accord. Donc maintenant, alors, vers quoi on va sur Colombes? Parce qu'on est à côté de Courbevoie, on est à côté de la Défense. En fait, Colombes, c'est une ville qui est entre la Défense et Besançon. C'est ça. Donc on a Courbevoie, La Garenne, Colombes. Des très belles villes. On a des villes où il y a un peu de pognon quand même. C'est résidentiel. On n'est pas loin de Neuilly-sur-Seine, le Valois. Voilà. Donc là, pour les villes UP du département. Alors, moi, je trouve que les voyants sont vraiment ouverts. La crise, elle est, on va dire que elle est presque derrière nous. En tout cas, là, les vents ont tourné. Maintenant, on a le vent dans le dos, donc ça nous pousse. Et du coup, tant que les banques permettront l'accès à l'emprunt, maintiendront les taux accessibles pour la majorité des acquéreurs, voire peut-être les baisser encore un petit peu. Faut baisser encore un petit peu. Voilà, un temps qu'à faire. Et puis là, on devrait atteindre alors, le niveau de transaction annuel sur 2025, niveau normal en fait, parce que quand on était à plus du million de transactions, c'était juste des années folles. Post-Covid, voilà, c'était juste pas normal. 1 200 000 ventes, c'est dans 2022, je crois. C'était de la folie. Non, là, on va revenir sur... Marchands, tous vendaient. Quel prix, c'était de la folie. C'était de la folie. Et du coup, voilà, l'idée, c'est, je pense qu'on va revenir sur un marché en nombre de transactions normales, donc avec les 850 000 transactions, ce qui correspond à une activité classique. D'accord. Alors, tu penses qu'on va retourner au classique? Ça va plus être les années folles? Dommage, mais bon, à un moment, on peut pas faire la fête tous les jours, sinon on n'apprécie plus. Voilà, exactement. Je pense que le casino, là, il est terminé. Et les banques l'ont bien compris, de toute façon. Parce qu'à prêter à 1, voire à moins de 1. J'avais des 0,90. À un moment, il faut être sérieux. Quoi. Bon, c'était bien. Et donc maintenant, je vais te poser une question qui est un peu différente. Toi qui es en agence, quelqu'un qui veut se lancer, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Alors, mais attention, parce que j'avais promis de faire ça. Quelqu'un qui a plus de 40 ans. 40 ans, 2 enfants, petit apport mais pas énorme. Quel RP tu lui conseilles d'acheter et quel investissement locatif tu lui conseilles de faire? Le quarantenaire avec 2 enfants, l'ARP que je lui conseille de faire, c'est déjà de viser idéalement une ville où tu as quand même du potentiel de revalorisation. Parce que tu n'as pas de quarantenaire, tu me dis si je me trompe, le quarantenaire qui a 2 enfants, quand il vient acheter son premier bien, il ne vient pas ici. Alors, ça dépend de son niveau de ressources, encore une fois. Voilà, parce que s'il achète dans les Hauts-de-Seine, alors le quarantenaire, 2 enfants, on fait le calcul. Il va lui falloir, sauf si les enfants peuvent encore cohabiter ensemble. Non, il faut une maison de 3 chambres. Oui, voilà, donc, ou appartement. Donc, le sujet va être surtout là. Est-ce qu'il accepterait d'être toujours en copro? Donc là, je peux le satisfaire avec un bien à Colombes, pour prendre l'exemple, mettons à 350 000, 400 000. Mais en maison, ça peut être le double. Non, alors, 350 000, 400 000, il peut acheter sa RP dans un appartement à Colombes. On peut trouver. On peut trouver. Le 3 chambres. On n'est pas dans les quartiers les meilleurs de Colombes. On n'est pas dans les quartiers les meilleurs de Colombes, mais bon, maintenant, parce que le marché, il a quand même baissé, ça devient plus accessible. Moi, dernièrement, dans le centre-ville, j'ai vendu un 3 chambres à 350 000 € avec parking. Ce que tu ne vendais pas pendant les années folles. On les vendait plutôt au-dessus des 400 000. Donc, Karim, tu me disais que pour toi, celui qui investit à 40 ans aujourd'hui, il faut bien qu'il se dise c'est un investissement... si ce n'est pas pour ses filles patrimoniales, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ou bien souvent c'est un investissement retraite, ceux qui viennent te voir. C'est ça, parce que de toute façon, tu le vois, les principales durées d'emprunt signées, c'est du 20-25 ans. Voilà, pour vraiment baisser un max ta mensualité.
Donc si tu lances ton premier invest locatif à 40 balais, 20 ans, 25 ans, ça te porte finalement à 60, 65 ans, soit l'âge à peu de choses près de la retraite, même si ça a tendance à être allongé. Donc voilà, c'est vraiment pour la retraite. Et ce qu'on disait, l'avantage, c'est que à 65 ans, toucher un loyer plein, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, surtout si derrière, tu n'as pas beaucoup cotisé et que tu as une petite traite. Voilà, donc je veux dire, si tu sais que tu as une retraite qui va être, j'ai pas envie de dire une retraite misérable parce que j'aime pas ce terme-là, mais une retraite qui ne te permettra pas de vivre et que tu as 40 ans, il faut vraiment que tu te poses des questions. C'est ça. Les jeunes, quand on leur parle à 20, 22 ans de la retraite, franchement, ils ne savent pas de quoi on parle. Ah, moi je le savais, hein. Moi j'avais peur de tout. Et on faisait partie, toi et moi, d'une minorité. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on a acheté assez jeune. T'as acheté ton premier bien dans la vingtaine. C'est ça, voilà. Alors, on va pas dévoiler ton patrimoine, mais il t'en reste combien à peu près? Là, voilà. Et puis, bon, je gère aussi surtout le patrimoine familial. Parce qu'on en avait parlé, ton père a acheté, tes frères. Voilà, comme je suis le seul agent IMO de la famille, donc je suis un peu le gestionnaire de la famille. Voilà, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, comme toi, d'acheter à la vingtaine. Bon, alors c'est vrai que je n'étais pas focus retraite à l'époque. Hein, au contraire, je me suis dit, je veux rapidement le rembourser pour m'amener un salaire en automatique. Oui, c'est ce que je croyais au début. C'est ça. Mais à 40 ans, aujourd'hui, oui, à 40 ans, tu parles aux quarantenaires, ils réfléchissent à la retraite parce que 20 ans plus tard, ils auront 60 ans. Et toi, tu as 2 enfants? 2 enfants, oui. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à tes... Parce que c'est 2 filles, mais ce sont des enfants, hein, c'est moins de 10 ans. Oui, voilà, moins de 10 ans, hein, 9 et 7 ans. Elle, la retraite, elles ne savent même pas ce que c'est, quoi. Pas encore, ouais. Mais qu'est-ce que tu leur conseilleras? Parce que tu vas être amené, elles vont avoir 20 ans, 25 ans, elles vont se marier, elles vont travailler, bon, elles vont vivre. Qu'est-ce que tu vas leur conseiller à toi, tes filles? Je pose cette question, comme ça les gens voient ce qu'un professionnel dit à ses propres enfants. Donc comme ça, vous pouvez prendre... Ça, c'est quand même une question fondamentale. En fait, moi, je vais leur dire ce qu'on n'avait pas pu me dire, d'ailleurs, à l'époque. Hein, voilà, parce que c'était pas... On avait parlé, ton père a quand même été propriétaire. Eh oui, alors oui, c'est vrai, pour la petite histoire, il a été propriétaire à son insu, et grâce d'ailleurs à un professionnel IMO. Donc c'est quand même assez dingue, parce qu'au départ, il était focus sur une location. Ah, mais tu dis, parce que tu m'avais raconté l'histoire, ça va m'intéresser. Oui, non, mais c'est clair. Donc il était, pour la petite histoire, focus sur une location, venant effectivement en France à l'âge de 16 ans, pour ton info, ouvrier, et puis il toquait à la porte pour lui, être propriétaire et lever un crédit, c'était du chinois. Jusqu'au moment où on lui fermait les portes de toutes les locations possibles. Voilà. Et un agent immobilier, que je remercie encore aujourd'hui, qui est certainement plus là de toute façon, mais en tout cas, il y a derrière la descendance, mais lui a dit, mais pourquoi vous achetez pas? Et à l'époque, Lionel t'empruntait à 2 chiffres, c'est vrai. Mais le prix était tellement bas. Eh oui, mais il était sur un CDI, et puis à l'époque, tu avais une mentalité où c'était comme les fourmis, quoi. Je mettais de côté le moindre centime. Du coup, il avait quand même de la réserve. Et résultat, grâce à cet agent, il lui a changé le programme en lui disant, mais l'allocation, puisqu'on te ferme la porte, tu mets une croix et je vais t'accompagner sur ton premier achat. Il est devenu malgré lui propriétaire. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, en fait. C'est comme ça que la famille, je pense que c'est une famille de propriétaires maintenant. On est une famille qui aime pas trop l'allocation. Ah, oui, mais je sais, parce que moi, ma mère a été propriétaire. Ma soeur est propriétaire, mon frère commence à... Bon, il a des revenus qui lui permettent, et puis il est dans une autre région et tout. Là, c'est bon. Il en a marre de payer le loyer. C'est clair. Et pour répondre à ta question, mes filles, je leur dirais ce message, c'est achetez votre bien immobilier le plus tôt possible. Est-ce que tu les laisserais partir en location, tes filles, de chez toi? Si vraiment, elles n'ont pas d'autre option. Voilà. Mais il faut vraiment... Si elles vont faire des études dans une autre ville, bon, ouais. Voilà. Mais... quand elles vont avoir leur travail, leur revenu, et qu'elles vont quitter le foyer familial, tu les laisserais partir en location? Je pourrais les laisser, mais je mettrais certainement une condition. Tu me fais ton investissement locatif à côté, et derrière, tu loueras ta RP. Ouais. Pas de problème, mais il faut derrière qu'il y ait un locatif qui tourne. Parce que plus tôt, on en a parlé, plus tôt elles achèteront, plus tôt derrière, elles pourront récolter les fruits. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, quand je vous dis d'acheter le plus jeune possible, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que ça sert mon business de leur dire achetez et faites vos enfants acheter. Non, c'est pour vos enfants que je le fais. Il n'y a pas d'âge, il faut démocratiser l'investissement immobilier, que ce soit du marchand ou de l'investissement locatif. Et moi, même, je vais te dire une chose, je pense qu'il faut le démystifier dans certaines communautés. Parce qu'il y a des communautés qui se voient encore, et je pense que ton père avait ce truc-là, parce que moi, ma mère l'avait, c'était des gens qui pensaient que ça n'allait pas rester longtemps en France. Pourquoi, je ne sais pas, mais ils pensaient que ça n'allait pas rester très longtemps. C'est vrai. Maintenant, ils ont plus de 70 ans, ils sont là. et des fois avec regret de ne pas avoir, justement. Acheter plus tôt. Exactement, acheter plus tôt. Parce que ce sont des gens qui parce que je parle à beaucoup de gens issus d'immigration qui se disent oui, mais moi, je ne veux pas rester longtemps, ou ils veulent investir dans 2 pays en même temps et ils se rendent compte que
il n'y a pas les sous pour le faire dans les deux endroits en même temps. Il faut en choisir un. Alors moi, je connais un autre profil, c'est, voilà, j'ai été locataire toute ma vie en France. Pourtant, je me suis marié, j'ai vu grandir mes enfants, je suis bien installé depuis que ça l'est. Je suis à la retraite en France, j'ai énormément investi au pays. Mais j'y vais pas. Et j'y suis peut-être une fois tous les 3 ans. Et au final, j'ai pas de patrimoine en France. Et aujourd'hui, ces gens-là me disent, je regrette de ne pas avoir mis mes sous sur l'investissement ici où je suis. Où je suis, et surtout à temps plein. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Parce que moi, je parle avec les anciens. Ouais. Ils sont pas en France par plaisir. Ils disent, mais mes enfants sont là, mes petits-enfants sont là. Qu'est-ce que je vais aller... Parce que moi, je suis martiniquais. Ma mère, elle aime bien la Martinique. Mais si c'est pour ni voir ses enfants, ni ses petits-enfants, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, elle va s'ennuyer. Et puis un bien délaissé. Parce que moi j'ai une nièce qui a bientôt la trentaine, qui a 20 et quelques. Le plaisir de ma mère, c'est quand ma nièce lui dit, bon, on va faire les courses, je passe te prendre à telle heure. Et puis voilà, elle se balade avec, sa petite-fille et son arrière-petite-fille. Et puis elle se balade. Mais si elle va au pays, elle ne le voit pas, ça. Oui. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir investi en France, ça lui permet de vivre ça 1 à 2 fois par semaine, qui est un vrai plaisir. C'est pour ça que les gens qui me disent qu'ils veulent investir plus au pays qu'en France, je comprends la logique. Mais au final, qu'est-ce qu'ils viennent te dire après? Ils regrettent. Hey, non, il faut le faire en France, sinon faire les deux si on a les moyens. Mais il ne faut pas faire que au pays. C'est dommage parce que surtout si les enfants ils vont très peu. Et si le propriétaire lui-même, il va finalement très peu. Ah, oui. Non, parce que moi je dis, si tu as les sous, vas-y. Si tu as de l'argent, tu peux faire les deux, c'est pas grave. Mais en général, il n'y a pas toujours l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent, bon bah ça devient la cata. J'ai quelqu'un de ta formation pour qui j'ai trouvé une pépite et effectivement... Parce que tu avais trouvé un super truc là, à côté de la mairie à une fille. Tout à fait. Tu l'as revu après? Elle a fait une pépite. Hein. Alors, ah oui, non, c'était dingue, j'ai vu les travaux, le avant-après, il est fou. Hein. Le avant-après, franchement, il est... Je vais vous mettre des images du avant-après là, vous allez voir. Mais comme quoi, c'est encore, petite parenthèse, c'est encore le moment où tu peux avoir des très très bonnes opportunités. En plus là, le DPE vient de tomber sur le bien. Je pronostiquais F. Et là, on est en D, donc c'est extraordinaire. Le bien est totalement retapé. Tu es à 65 mètres carrés au pied de la gare Le Stade, qui a totalement été refaite, depuis notamment les JO. Et le truc, je le présente à 160K. 160K 160K en l'état. Combien de mètres carrés? 65 mètres carrés. Et tu peux faire un locatif dans la même copro. J'ai un même bien similaire que je présente en colocation meublée. Mon propriétaire bailleur encaisse 1 750 € par mois, en fait, soit à peu près 550 € la chambre. C'est des 3 chambres, en fait. C'est ça qui est dingue. Donc, tu as une super renta. Et là, je te dis, voilà, je ne l'ai pas mis en plus, donc j'ai fait cette faveur. Donc, vous voyez, quand je vous dis, parce que tu en as fait 2 au moins de belles opérations. Même une fois, tu m'avais présenté une opération qui ne s'est pas faite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avantage des formations, c'est que voilà, les gens sont connus, ils arrivent, tu peux essayer de les aider, de leur trouver des bons petits trucs. Mais pour revenir au quarantenaire, parce que moi, peut-être que je me trompe, le quarantenaire qui a 2 enfants, c'est rare qui a jamais investi, c'est rare qu'il ait les 600 000. En général, le mec qui achète la maison à 600, 700, 800 000, c'est régulièrement un second investissement issu d'une revente. Oui, clairement, il n'y a pas de magie. Soit il doit revendre son bien, soit derrière, il y a eu un héritage. Oui, voilà, ça arrive aussi. Aussi. Mais c'est rarement à ce stade-là, sauf en appartement. Hein, le bien 350 dont je te parlais, ça peut être une RP sans revente en fait d'un bien. Mais en maison, oui, parce que je te parlais du double en prix de vente. Donc là, 600K minimum, il va lui falloir revendre un bien ou alors avoir un apport conséquent. Pour son invest, qu'est-ce que j'ai à lui proposer? Moi, je lui demanderais déjà, c'est quoi l'orientation de ton invest? C'est la renta pure ou est-ce que c'est pour tes 2 enfants demain? Donc l'investissement en orientation patrimoniale. Si c'est du patrimonial, moi je lui proposerais d'investir dans les Hauts-de-Seine. Ça va piquer un peu au niveau au mètre carré, mais c'est du patrimonial, il veut du secteur sûr. Ça prendra de la valeur et si demain il lui arrive quelque chose, ses enfants ils auront de quoi manger. Exactement. Maintenant, s'il est plutôt profil, non, je veux vraiment gagner de l'argent, faire de la renta et que de la renta, là je lui dirais plutôt d'aller vers la 2e couronne, Île-de-France. Argenteuil, Beson, tout ça. Par exemple, derrière la Seine, où là, tu as déjà des prix au mètre carré beaucoup plus faibles. Alors évidemment, c'est des villes, tu en as même qui vont vers Cergy, tu as des rentas extraordinaires là-bas. Oui, pourtant, tu as un vrai pôle universitaire. C'est pas dégueulasse, Cergy. Hein. C'est un peu loin, mais c'est pas dégueulasse. Un bassin d'étudiants, donc pour la catégorie logement étudiant, c'est top. Et là, c'est des communes peut-être moins demandées, qui ont moins une image de marque. C'est sûr, c'est pas la Garenne. Bon, exactement. Mais comme c'est du pur investissement, c'est pas du patrimonial. Bon, voilà. Donc ça dépend vraiment de l'orientation de l'investissement. Mais tu penses que ces gens-là, parce que moi je dois faire une vidéo et j'ai promis de la faire,
pour les premiers investisseurs qui investissent après 40 ans, tu penses que le locatif peut vraiment les enrichir ou le locatif peut juste leur arrondir leur fin de mois? C'est ça en clair. Alors oui. Ou sinon, ils sont obligés d'aller dans le marchand. Le marchand, c'est bien, j'en fais, donc je sais ce que c'est, mais c'est plus risqué. Ça ne va pas les enrichir à court terme. C'est vraiment de la vision long terme, en fait. Voilà, c'est pas du court terme. Le marchand reste la meilleure option pour s'enrichir. Parce que de temps en temps, on va pas se mentir, tu es agent immobilier, de temps en temps, il y a une petite opération, vous la faites en marchand. Alors, évidemment, alors, à la condition de... C'est ça, en fait, pour nous, il ne faut pas être mandaté. Faut pas être mandaté avant, parce que si tu es mandaté et... Non, mais vous le visitez le bien, vous dites finalement, je vais peut-être pas prendre le mandat. Et tu sais que j'ai réfléchi à 2 fois sur le mien dont je te parlais juste avant. Ah, celui-là, ah oui, oui. Voilà, donc... mais bon, Laurent avait déjà signé le mandat, puis bon, on a besoin de faire du chiffre d'affaires, donc focus chiffre d'affaires. Mais oui, c'est vrai qu'on est les mieux placés. D'ailleurs, c'est comme ça, moi, que j'ai pu aussi honorer quelques opérations. Mais pour revenir effectivement aux quarantenaires, je pense qu'aujourd'hui, s'il veut du sécuritaire, Hauts-de-Seine, première couronne, s'il veut vraiment de l'investissement pur avec renta, il peut vraiment s'éloigner. Tu as des communes du 77 où tu as des rentas aussi hyper intéressantes à 2 chiffres. Par contre, attention, c'est des communes à risque. Et puis le jour où tu as un problème, tu veux revendre, tu n'es pas sûr de trouver un acquéreur. Exactement. Et puis, crois pas que parce que tu l'as acheté il y a 10 ans, tu auras forcément gagné de l'argent quand tu veux le revendre. C'est pas sûr. Tout à fait. La plus-value à la revente, elle est pas garantie. Hein. Et surtout qu'avec maintenant le nouveau calcul pour les LMNP, là, s'il y a une plus-value, de toute façon, ils vont te la reprendre. Donc, c'est encore pire. C'est ça, voilà. Explique bien la règle pour que les gens puissent comprendre. Mais... la règle, elle est simple. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on choisit de louer son bien en meublé, avec le statut de loueur meublé non professionnel. LMNP, le voilà, donc il ne faut pas dépasser un certain montant de revenus locatifs à l'année, sinon tu passes en professionnel. Et les bienfaits qu'avait le LMNP, c'est quand tu achetais ton mobilier, tu pouvais créer un amortissement comptable. C'est-à-dire qu'en fait, tu valorisais en euros la décote de ce mobilier. Tu pouvais faire la même chose, Lionel, avec la valeur de ton bien, mais aussi avec les travaux que tu avais entrepris. Oui. Résultat, ton comptable, à la fin de l'exercice, il avait un post-amortissement en euros qui était très lourd. Et en fait, il le mettait en charge, ce qui faisait baisser l'imposition. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails techniques. Maintenant, il peut toujours le faire. Par contre, au moment de la vente, je réintègre ce cadeau fiscal pendant toutes les années où je l'ai pratiqué dans le calcul de la plus-value à la revente. Donc, tu peux te retrouver avec un bien au moment de la revente, un bien tenu en LMNP, avec une plus-value qui pique énormément. C'est ça le problème. Alors, je ne connais pas les proportions parce que je ne fais pas ça, mais on va dire qu'un bien à 200 000, tu as fait tes amortissements, tout ça, on peut calculer, au bout d'un certain nombre d'années, tu le revends 300 000, très bien, et toi, tu penses que ta plus-value va être calculée sur les 200 à 300 000, eh ben non. Ta plus-value va être calculée sur la vente à 300 000, mais avec les amortissements, ils vont peut-être pas considérer que tu l'as acheté 200 000, mais plutôt 100 000. Exactement. Et tu auras 200 000 euros dans lesquels ils vont t'allumer pour prendre la... Eh oui, le cadeau qu'ils t'ont fait d'à côté, ils vont le récupérer. C'est un petit peu dans le neuf où tu achètes en TVA réduite, et si tu revends moins de 5 ans, eh ben, tu dois rembourser au fisc ce qu'on appelle le différentiel de TVA. Et ça aussi, ça fait très mal. J'ai des clients qui me disent, oula, ils ont même souvent décidé de reporter. Bah oui, j'attends 2 ans, le temps de sortir des 5 ans, quoi. Avec quelques petites exonérations, mais bon. Le divorce, le ceci, le cela. Mais du coup, oui, ça fait très mal. Donc, attention en cas d'invest locatif, surtout à LMNP, à se dire, vendez pas tout de suite, quoi. Il ne faut pas un besoin de levée de fonds moyen terme. En tout cas, vous avez eu l'avis de Karim. En tout cas, merci beaucoup, Karim, parce que tu nous as beaucoup éclairé sur le marché en ce moment, comment il va, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vers quoi les gens peuvent s'orienter, et moi je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, redonne le nom de ton agence. Alors l'agence WeInvest Colombe, on est en centre-ville au 21 avenue Henri Barbus, on peut nous retrouver sur les réseaux, Instagram, Facebook, donc WeInvest Colombe, et j'ai également ma chaîne. La chaîne, le nom de la chaîne? La chaîne pour les investisseurs débutants en locatif, donc KL, coach immobilier, vous me retrouvez sur YouTube avec une vidéo par semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi, sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec Karim. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de monde parce que le problème c'est que vous ne partagez pas assez nos vidéos. Donc les gens ne peuvent pas vraiment savoir comment on fait de l'immobilier autrement et vraiment en inside avec des vrais professionnels. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. Ciao.